Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique juridique. Collection dirigée par Gérard Marcoux. Le droit n'est pas seulement un savoir, il est d'abord un ensemble de rapports et pratiques que l'on rencontre dans presque toutes les formes de société. C'est pourquoi il a toujours donné lieu à la fois à une littérature de juristes professionnels, produisant le savoir juridique, et à une littérature sur le droit, produite par des philosophes, des sociologues ou des économistes notamment. Parce que le domaine du droit s'étend sans cesse et rend de plus en plus souvent nécessaire le recours au savoir juridique spécialisé, même dans des matières où il n'avait jadis qu'une importance secondaire, les ouvrages juridiques à caractère professionnel ou pédagogique dominent l'édition, et ils tendent à réduire la recherche en droit à sa seule dimension positive. À l'inverse de cette tendance, la collection Logique juridique des éditions L'Harmattan est ouverte à toutes les approches du droit. Tout en publiant aussi des ouvrages à vocation professionnelle ou pédagogique, elle se fixe avant tout pour but de contribuer à la publication et à la diffusion des recherches en droit, ainsi qu'au dialogue scientifique sur le droit. Comme son nom l'indique, elle se veut plurielle. Dernière parution. Jean-Pierre FOFE accent aigu des JOFI à Maléwa, l'administration de la preuve devant la Cour pénale internationale. Règles procédurales et méthodologiques, 2015. Elena Alina Oprea, Droit de l'Union européenne et loi de police, 2015. Daniel Lévy, Les abus de l'arbitrage commercial international, 2015. Boris Barrault, L'État. Entre fait et droit, 2015. Panagiota Perr Akai, La protection de la vie personnelle du salarié en droit comparé et européen. Étude comparative des droits français, helléniques, britanniques et européens 2015. Atemrad, La gouvernance, entre le citoyen et le politique 2015. Gabriel Eckert et Jean-Philippe Kovardir, L'interrégulation 2015. Sébastien Évrard, Les tables de la loi, de l'argile au numérique. La diffusion de la règle de droit à travers les âges, 2014. Laura Talley-Prud'homme, L'articulation des voies de droit dans le contentieux de la commande publique à l'initiative des tiers au contrat, 2014. Guillaume Malène, L'appréhension des pratiques restrictives par les autorités françaises et européennes de la concurrence, Analyse des pratiques contractuelles abusives entre professionnels à l'épreuve du droit des pratiques anticoncurrentielles, 2014. Philippe Ségur, C'était la démocratie, 2014. Laurie SCHENIQUE, La réforme de la phase préparatoire du procès pénal, 2014. Valérie Da Silva, De l'incapacité à la protection en matière personnelle, 2014. Dédicace. Au professeur Alain Protet. À Françoise Lombard. Préface. Par Alain Protet. Professeur agrégé des facultés de droit. Directeur de l'Institut de criminologie de Lille. Directeur du Centre de recherche Droit, Éthique et Liberté. CERDEL. Une autre justice pénale, alternative, altération, altérité ? Telle est l'interrogation qui finit par habiter le lecteur au terme de l'ouvrage que Frank Ludwiczak a choisi de consacrer aux procédures alternatives aux poursuites pénales. L'une des caractéristiques de ce travail est en effet de procéder très progressivement afin de parvenir, tiers après pierre de la démonstration, à une véritable réflexion s'appuyant sur les bases posées préalablement avec précaution et le plus solidement possible. Le premier mérite de l'auteur est d'avoir entrepris une étude d'ensemble des multiples et diverses procédures qui en avaient grand besoin. Il y avait bien quelques travaux monographiques partiels, une accumulation de textes récents souvent commentés sous l'angle de leur utilité pratique, mais point de vision suffisamment synthétique. Bref, il s'agissait d'une matière plutôt complexe voire confuse. L'envie de l'auteur, ce dont on ne peut que le louer, était donc initialement d'y voir plus clair, de comparer les différents mécanismes institués, de dégager les lignes directrices sous-jacentes. Il lui fallait commencer par délimiter son sujet, c'est-à-dire énoncer la définition même du concept de procédure alternative aux poursuites. Celle retenue, en partie inspirée d'une formule du doyen Carbonnier relative à la médiation, peut paraître technique,
mais elle doit être assez précise pour permettre de les distinguer des procédures accélérées de jugement comme la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou l'ordonnance pénale. Les premières, les procédures alternatives aux poursuites (PAP), consistent à régler les litiges d'origine infractionnelle qui auraient dû être résolus par un juge de l'espèce traditionnelle, par l'organe disposant de ce pouvoir avant tout déclenchement de l'action publique, précisément afin d'éviter celui-ci. Les secondes, les procédures de poursuite alternative (PPA), ne sont finalement que des procédures alternatives à la poursuite classique, c'est-à-dire lorsque le ministère public déclenche l'action publique en mettant en œuvre une procédure simplifiée dérogeant aux règles classiques de poursuite. Voilà une observation conceptuelle qui, dès le départ, suscite l'intérêt. Pour ménager son lecteur, Frank Ludwiczak opte pour une démarche très méthodique en 2 temps principaux. En premier lieu, il lui faut approfondir chacune des différentes institutions apparues successivement, en les rapprochant, pour mieux en comprendre la spécificité respective. Ainsi en va-t-il de la médiation pénale à l'injonction thérapeutique en passant par la composition et la transaction pénale ou l'amende forfaitaire notamment. Cela permettra, en second lieu, d'en tirer les conséquences profondes, au-delà des préoccupations immédiates du législateur, afin de mettre en lumière qu'il ne s'agit pas seulement d'évolution, de péripéties, mais d'une véritable mutation de notre procédure pénale. Le second grand mérite de cet ouvrage est de montrer que cette question des alternatives aux poursuites n'est pas du tout subsidiaire, subalterne ou mineure. Il n'y a pas de procédure pénale noble, objet de toutes les attentions, car la procédure criminelle comme la procédure d'instruction sont finalement et heureusement assez exceptionnelles. Les alternatives aux poursuites représentent une très grande part des affaires poursuivables. C'est donc la justice pénale quotidienne, la réalité pratique de la procédure pénale, l'image de la justice pénale pour beaucoup de nos concitoyens. Ce travail d'analyse, de synthèse et de réflexion contribue dès lors fortement à donner à cette matière ses lettres de noblesse. Le point de départ tient dans la nécessité, qui est apparue aux législateurs contemporains, de trouver des solutions nouvelles pour faire face aux difficultés concrètes de poursuite. On a beaucoup parlé de mesures de désengorgement des juridictions pénales comme s'il s'agissait d'un problème de plomberie. Dans une certaine urgence, pour répondre à des impératifs de circonstance, le législateur récent a donc eu tendance à juxtaposer des instruments nouveaux, en les ajoutant les uns aux autres, plutôt qu'à s'efforcer de perfectionner les précédents. En témoignent les articles 41.1 et suivants du Code de procédure pénale qui, réforme après réforme, sont devenus pratiquement illisibles pour les non-initiés. À tout le moins, une réécriture des textes ne s'imposerait-elle pas ? On comprend dès lors très bien qu'en première partie, Frank Ludwiczak ait éprouvé le besoin de clarifier beaucoup de choses, de mettre de l'ordre, ce qu'il nomme « ordonnancement des PAP », expression qui désigne à la fois remédiation au désordre régnant et édification d'une certaine organisation par agencement des pièces du puzzle. Devant l'ampleur des difficultés à vaincre, le parti pris de l'auteur est celui de l'humilité, en adoptant notamment une méthode délibérément identique de dissection des diverses alternatives aux poursuites. À cet effet, il a dû fabriquer lui-même, sur mesure, les critères d'étude comparative comme par exemple la force de subordination au parquet, le degré de négociation existant, les compétences des autorités de poursuite et de celles d'exécution, les conséquences sur l'opportunité des poursuites. Ce travail de clarification passe par un effort de classification qui s'avère le plus accompli de tout ce qui a déjà été tenté en l'occurrence. Ainsi, la catégorie des alternatives sanctionnatrices se subdivise en admonestatives et répressives, celle des alternatives réparatrices en restitutives et rétributives. À cet égard, les tableaux typologiques récapitulatifs joints en annexe sont particulièrement éloquents et précieux. Cela amène l'auteur à des choix terminologiques qui peuvent prêter à discussion, mais qui font progresser le débat scientifique indispensable. C'est sur la base de cette approche, toute de prudence et de sérieux, que peut s'appuyer la réflexion en seconde partie, sur les conséquences réelles de ce développement considérable des PAP, puisqu'il s'agit rien moins que de mutations profondes de notre justice pénale. On saisit mieux pourquoi l'auteur a pris plus de soin que d'ordinaire pour décrypter les institutions elles-mêmes, afin de pouvoir ensuite faire preuve d'esprit critique quant aux orientations qu'elles traduisent. Pour parler de dérives,
de dévoiement ou de dénaturation de façon crédible, pour exprimer des doutes sur l'indépendance et l'impartialité, sur le pouvoir décisif du ministère public, sur la place croissante de la victime, sur la fonction résiduelle du juge, ne faut-il pas préalablement se livrer à de solides analyses juridiques ? Non, sans avoir démystifié des idées fausses mais répandues comme celle de la contractualisation ou du consensualisme en procédure pénale, du fait qu'il ne peut y avoir de véritable consentement lorsque l'on est menacé de poursuite, l'auteur entreprend de revisiter la notion d'ordre public, au fondement même de toute la matière pénale. Cette notion en effet se transforme, se diversifie, se privatise en intégrant des intérêts privés. Des distinctions aussi traditionnelles que celles entre ordre public et intérêt privé, entre répression et réparation, entre solution pénale et solution civile vont en s'estompant. L'idée de Frank Ludwiczak d'organisation des PAP en système légal graduel, c'est-à-dire s'articulant en 2 degrés en cas d'échec et constituant une autre façon de prévenir la réitération ou persistance dans le comportement délictueux, la non-désistance, pour employer l'expression criminologique à la dernière mode nord-américaine, paraît fort éclairante. Si les lecteurs peuvent ne pas adhérer tous à la démonstration en sa totalité, on s'accordera avec l'auteur sur ce que l'essor des PAP, s'inscrivant désormais dans une politique de réponse pénale systématique, ne se limite pas à assurer le désencombrement des juridictions pénales mais se propose de remplir l'ensemble des rôles traditionnellement dévolus à ces dernières. Il s'agit bien de l'avènement d'une autre justice pénale, dont chacun reste finalement libre d'apprécier les mérites et les défauts, grâce à tout ce que réunit cet ouvrage qui fourmille d'informations et d'idées. Liste des principales abréviations. AJDA. Actualité juridique de droit administratif. AJ pénal. Actualité juridique pénale, édition Dalloz. AJPF. Actualité juridique personne et famille. AL. Alinéa. Arch.polcrime. Archives de politique criminelle. AR. Article. OUL. CIV. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, Chambre civile. OUL. Crime. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, Chambre criminelle. Boule.infcas. Bulletin d'information de la Cour de cassation. CA Cour d'appel. CAA Cour administrative d'appel. C.civ. Code civil. C-conso. Code de la consommation. C-const. Conseil constitutionnel. CE Conseil d'État. CEDH Cour européenne des droits de l'homme. CENVIR. Code de l'environnement. CESDH Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Confère. C.fort. Code forestier. CGI. Code général des impôts. Chronique. CIV, civil. Collection. Crime, chambre criminelle de la Cour de cassation. CPE accent aigu N. Code pénal. C.PRPE accent aigu N. Code de procédure pénale. C. Santé pub. Code de la santé publique. CETRAV. Code du travail. D. Recueil Dalloz. Dactyle. Dactylographié E. Décembre, décision. DGCCRF. Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. DIR. Sous la direction de Doc.TR. Doctrine. DP Dalloz périodique. Droit pénal, revue droit pénal. Édition. Fasc. Fascicule. Gaz.pal. Gazette du Palais. HALDE. Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité des chances. INDAN. INAVEM. Institut national d'aide aux victimes et de médiation. Infra, au-dessous. IR, information rapide. JCL. Jurisclasseur.
JCPG, Juris classeur périodique, La Semaine juridique, édition générale. Jo, Journal officiel de la République française, Lois et décrets. Joanne, Journal officiel de la République française, Débat Assemblée nationale. Jurisdata, Banque de données juridiques Jurisdata. LGDJ. Librairie générale de droit et de jurisprudence. LPA, Les petites affiches. LPF. Livre des procédures fiscales. Numéro. Note. Notamment. Observation. OPEL. Office parlementaire d'évaluation de la législation. Page. PUF, Presse universitaire de France. Rapport. RDPC. Revue de droit pénal et de criminologie. REP-PE accent aigu N. Répertoire pénal d'Alloz. Ref.sc Crime. Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé. RFDA. Revue française de droit administratif. RGDP. Revue générale des procédures. RJF. Revue de jurisprudence fiscale. RTD. Com. Revue trimestrielle de droit commercial. S. Recueil-. S. Suivant. Sommaire. Spécial, spécialement. Supra, au-dessus. T. Tome. 5 A. Vol, volume. Citation. Les hommes voudraient transiger avec la justice, sortir de son cercle pour un jour, pour un obstacle, et rentrer ensuite dans l'ordre. Ils voudraient la garantie de la règle, et le succès de l'exception. Louis Constant. De l'esprit de conquête, 1813, page 225. Introduction générale. 1. Les modes de résolution extrajudiciaire des litiges sont de plus en plus fréquemment utilisés. Il est communément admis que leur développement résulte de l'émergence de contentieux de masse encombrant les tribunaux, lesquels souffrent d'une insuffisance de moyens humains et financiers mis à la disposition de l'appareil judiciaire. Ainsi a-t-il été envisagé de créer des circuits de dérivation desquels participe le concept de déjudiciarisation, et devant avoir pour effet de rapprocher les justiciables entre eux, en les encourageant à devenir eux-mêmes acteurs de la résolution de leurs différends. Cependant, la possibilité pour les particuliers de décider du mode de gestion de leurs conflits n'est pas nouvelle. En effet, l'idée d'une justice non étatique est largement admise. Le droit civil permet, en vertu de l'article 2059 du Code civil, de recourir au compromis, c'est-à-dire de consentir à une convention par laquelle les parties décident de confier la solution de leur litige à un ou plusieurs arbitres distincts du juge étatique. De la même manière, le dernier alinéa de l'article L721A3 du Code de commerce, c.com, reconnaît le droit pour les commerçants de recourir à l'arbitrage. Toutefois, l'arbitrage ne constitue pas à proprement parler un évitement du juge puisque l'arbitre, juge choisi par les parties, dispose toujours d'un rôle juridictionnel. 2. La notion de déjudiciarisation dispose ainsi d'un sens spécifique, car elle suppose une résolution du litige dans des formes différentes de celles du recours à la saisine de la juridiction normalement compétente. Il s'agit alors précisément d'un phénomène de déjuridictionnalisation, dont les avantages avancés sont ceux d'une résolution plus rapide, moins coûteuse et rapprochant les justiciables afin de parvenir à la paix sociale. Appliqué au contentieux en matière pénale, ce concept a pu constituer un complément à celui de dépénalisation issu notamment du mouvement de défense sociale visant à lutter contre les causes de la délinquance, tout en limitant le prononcé de peines privatives de liberté afin de favoriser la réadaptation du délinquant. En droit pénal, à l'origine, la dépénalisation a contribué à un accroissement des pouvoirs du juge pénal dans le prononcé de la peine. Ainsi, c'est avec l'avènement des aménagements dans le prononcé de la peine et les sanctions substitutives à l'emprisonnement que la dépénalisation a produit ses premiers effets. Dès la loi Béranger du 26 mars 1891, le juge pénal a pu aménager la peine d'emprisonnement en l'assortissant du sursis à son exécution. Plus tard,
Les premières peines alternatives à l'emprisonnement sont apparues avec les lois du 17 juillet 1970 et du 11 juillet 1975 élargissant le champ d'application du sursis et créant la dispense ou l'ajournement de peine. La dépénalisation ayant permis le désengorgement des prisons, ce mouvement a également permis la prise de conscience d'un problème se situant plus en amont et résidant dans l'engorgement des tribunaux répressifs. 3. La solution consistant à promouvoir l'usage de modes extrajudiciaires de résolution des litiges, c'est-à-dire avant la mise en œuvre de toute poursuite, a constitué une mutation importante de la justice pénale en France. Cependant, l'existence de processus non juridictionnels de résolution du conflit, nés de la commission d'une infraction, mise en œuvre en l'absence de toute poursuite, n'est pas réellement novatrice et préexiste même à notre procédure pénale classique. Ainsi, la pratique de la transaction en droit pénal constitue une solution ancienne permettant d'éviter le passage devant la justice traditionnelle. La mutation annoncée de la justice pénale résulte également de l'influence des modèles étrangers, confirmant la possibilité de désencombrer les tribunaux par la voie d'une autre justice. 4. En outre, l'engorgement des tribunaux a favorisé une dévalorisation de l'institution aux yeux des justiciables. En effet, le trop grand nombre de classements sans suite a été longtemps synonyme d'impunité. Dès lors, les procédures alternatives ont pu apparaître comme un moyen de réconcilier les justiciables avec l'appareil judiciaire, mais aussi entre eux en privilégiant des modes de réponse fondés sur la conciliation. L'introduction de la réparation du dommage causé à la victime, comme sanction de la violation d'une règle de conduite indispensable à la conservation de l'ordre social, a facilité une considération plus importante des intérêts de la victime dans le traitement de l'infraction. Cette prise en compte de la réparation du dommage causé à la victime, proche des objectifs du droit civil, n'est toutefois pas la seule forme de processus alternatif en France. En effet, d'autres processus mis en œuvre avant toute décision sur l'action publique, définis comme celle exercée au nom de la société par le ministère public ayant pour objet l'application des peines, permettent d'aboutir à une véritable répression de l'auteur de l'infraction sans passage devant le juge pénal traditionnel. 5. La diversité des procédures alternatives à la poursuite pénale n'est pas sans provoquer certaines interrogations. Si ces modes de gestion des contentieux pénaux offrent une place inédite à l'auteur et à la victime dans la résolution du litige, ils ont également entraîné une redistribution des rôles dans le traitement de l'infraction. Contribuant à l'amenuisement de l'influence du juge pénal, les procédures alternatives vont servir l'accroissement des pouvoirs du procureur de la République et l'intervention d'acteurs nouveaux. 6. L'ensemble des mutations résultant de l'apparition des procédures alternatives à la poursuite pose en définitive la question des conséquences de leur introduction en procédure pénale. Ces processus se cantonnent-ils à un but de désencombrement des tribunaux? Se contentent-ils de n'être que des modes de gestion des contentieux? Ou au contraire, amorcent-ils une transformation plus profonde des principes procéduraux en matière pénale? Cependant, avant d'étudier précisément chaque procédure alternative et de tenter de percevoir les conséquences de ces dernières en procédure pénale, il faut, à titre préliminaire, s'attacher à l'étude des sources des modes alternatifs, et à l'examen des interrogations qui découlent de l'introduction de ces processus en matière pénale. 2. Les sources des procédures alternatives à la poursuite pénale. 7. Les modes de résolution des différends en matière pénale avant toute saisine du juge répressif peuvent a priori apparaître comme appartenant à un phénomène récent résultant d'une volonté de désencombrement des tribunaux. Pourtant, l'existence des processus alternatifs de règlement amiable des conflits pénaux se révèle plus ancienne et démontre une certaine pérennité historique de la pratique transactionnelle pénale. De plus, la diversité des modes alternatifs de résolution des litiges en matière pénale que l'on sera amené à étudier n'est pas un phénomène isolé et propre à l'appareil judiciaire français. Au contraire, la législation étrangère a pu, en complément de la constance historique de la pratique transactionnelle en France, contribuer à l'essor de réponses pénales variées complétant le principe d'opportunité des poursuites. A. Les précédents historiques pérennes. 8.
Deux phases de l'histoire du droit pénal permettent de comprendre le caractère pérenne des procédures assurant la résolution du litige issu de la commission d'une infraction en marge de toute poursuite. La première d'entre elles, avant l'apparition de la procédure inquisitoire, résulte des coutumes de l'Ancien Régime permettant qu'il soit mis fin au litige indépendamment de toute action répressive. Précédant toute reconnaissance et toute gestion par l'autorité étatique, la possibilité de transiger sur la commission d'une infraction était largement répandue en raison de la méfiance populaire envers la justice de l'État. En effet, malgré des progrès importants au cours du Moyen Âge, les justices royales et seigneuriales restent encore largement éloignées des justiciables, en particulier dans le milieu rural dans lequel existe une forte imprégnation communautaire. À cette époque, la saisine du juge étatique ne correspond pas totalement aux mentalités de ces communautés villageoises de tradition encore fortement orale, contrastant avec les procédures principalement écrites des procédures judiciaires. Ainsi, en pratique, la commission d'un crime faisait l'objet d'un compromis mis en œuvre par la voie d'une transaction ou d'une médiation dans le but de rétablir la paix troublée et d'en garantir la stabilité. Bien qu'éloigné des pratiques judiciaires de l'époque, le recours au processus transactionnel constituait une avancée de la lutte contre les pratiques de vengeance privée. En effet, la transaction se voyait chargée d'un rôle d'apaisement des tensions entre les personnes privées devant ainsi garantir la paix dans la communauté considérée. Le processus de compromis faisait souvent intervenir un tiers indépendant dont la mission consistait à permettre aux deux parties d'aboutir à une solution librement acceptée et à un resserrement des liens sociaux. Il s'agissait dans la plupart des cas d'un notable de la communauté, civil ou religieux, mais bien souvent homme de loi. Malgré un recours à la paix à partie, largement usité et apparaissant comme contraire à l'autorité de l'État, ce dernier n'a pas pour autant cherché à le combattre pour lui substituer la justice du prince. Au contraire, ce système se voyait reconnu par les autorités elles-mêmes délivrant des lettres de rémission, véritable décision de ne pas poursuivre, dès lors que le différend se trouvait résolu par une voie transactionnelle. 9. Partant sans être institutionnalisée, la technique de la transaction en matière criminelle constituait un mode régulier de résolution des conflits en matière pénale. Elle comportait l'avantage d'être une justice de proximité, peu coûteuse et permettant d'éviter les craintes liées à la saisine de l'appareil judiciaire. Toutefois, cette justice transactionnelle n'était pas exempte de critiques. En effet, elle ne protégeait pas d'un marchandage favorisant la partie la plus puissante désireuse d'acheter son crime. Également, les formes variées de médiation ou de transaction entretenaient l'idée d'un certain arbitraire pouvant être considéré comme un réel déni de justice. 10. Résultant d'une reconnaissance implicite, la transaction en matière pénale fit dans une seconde phase l'objet d'une véritable consécration lors de la rédaction de l'ordonnance de 1670 proclamant pourtant la toute-puissance de la justice royale retenue face aux justices seigneuriales et amorçant largement l'entrée de notre procédure pénale dans son âge inquisitoire. L'article 19 du titre 25 de l'ordonnance du 26 août 1670 permet ainsi de composer pour toutes sortes de crimes ou de délits. Cette possibilité, à première vue contraire au principe d'une justice de type inquisitoire, constituera un moyen efficace de lutter contre l'arbitraire des justices déléguées et de voir préserver à cette occasion les droits de la défense souvent bafoués. Malgré le principe énoncé par cette disposition, l'ordonnance de 1670 restreint le domaine de la médiation à certaines infractions seulement. Parfois appelée Code Louis, lorsqu'elle est associée à l'ordonnance de 1667 en matière civile, celle criminelle de 1670 distingue les crimes capitaux et ceux punis d'une peine afflictive et infamante d'une part, de ceux non punis d'une telle sanction d'autre part. 11. D'après ce texte, chacune des deux catégories d'infractions peut faire l'objet d'une transaction. Toutefois, le texte en nuance les effets en fonction du type de crime ou de délit. Ainsi, lorsque l'infraction commise est un crime capital ou un délit puni de peines afflictives et infamantes, la victime ou ses héritiers sont admis à transiger avec l'auteur, mais la transaction n'a que des effets limités et n'éteint pas la possibilité pour les procureurs du roi ou les procureurs seigneuriaux de poursuivre. Cet effet relatif de la transaction se rencontre à l'occasion de la commission de crimes atroces tels que l'assassinat, le duel ou encore la rébellion à la justice. Les infractions portant préjudice à l'honnêteté publique,
tels que le crime d'adultère ou atteignant la sûreté du commerce, comme le crime de faux, emportent les mêmes effets. Cependant, pour ces deux dernières catégories, la possibilité d'une transaction n'est ouverte de façon exceptionnelle, qu'à condition d'homologation par la partie publique. Pour toutes les infractions non sanctionnées par une peine afflictive et infamante, la possibilité de transiger est largement ouverte et entraîne des effets radicaux sur la poursuite. Ainsi, la transaction conclue fera obstacle à toute action des procureurs royaux ou seigneuriaux contre l'auteur de crimes et de délits ne portant atteinte qu'à des intérêts particuliers. 12. S'inscrivant pleinement dans la distinction consacrée par l'ordonnance de 1670 entre grands criminels, ou extraordinaires, et petits criminels, ou ordinaires, l'essentiel de la pratique de la transaction ou de la médiation relevait essentiellement des contentieux de l'ordinaire résultant des infractions dont la réparation n'intéresse que les particuliers tels que les injures verbales, les injures réelles c'est-à-dire les coups n', entraînant pas de lésions importantes, les affaires de gravidation, grossesse illégitime considérées à cette époque comme des offenses à la famille, ou encore les voies de fait contre la propriété suivies de menaces ou de violences. 13. Entièrement reconnu comme un mode d'extinction de la poursuite, le recours à la transaction s'amoindrira à l'occasion de la commission d'infractions graves avec l'apparition, au XVIe siècle, du ministère public. Jusqu'alors, les procureurs du roi et les procureurs fiscaux n'étaient que des hommes d'affaires. Leur métier d'avocat va progressivement évoluer vers une véritable fonction publique, dont le premier emploi sera de veiller à la poursuite des délits passibles de l'amende et la confiscation, constituant des sources de revenus non négligeables pour le roi et les seigneurs. Leur rôle de répression n'apparaîtra que plus tard, lors de la naissance de la procédure PER Inquisition EM du droit canonique, afin de pallier la méfiance de l'Église envers le dénonciateur prompt à exciter le juge. Ils obtiendront alors le pouvoir de provoquer le juge à se saisir d'office, puis seront reconnus accusateurs publics. 14. Toutefois, une séparation nette entre partie publique et partie privée au procès pénal ne s'en suivra pas pour autant. Le ministère public devenu dénonciateur de tous les crimes met le juge en mouvement soit seul, soit en se joignant à la partie privée. Cette dernière hypothèse laissera sauve la pratique transactionnelle malgré l'avènement de cet acteur central de la procédure pénale. Un tel accroissement des pouvoirs des représentants du ministère public naît de l'évolution législative et jurisprudentielle, contre tout trouble à l'ordre public consécutif à la commission d'infraction peut apparaître a priori comme peu compatible avec la persistance de la pratique transactionnelle. 15. Néanmoins, tel n'a pas été le sens de l'histoire de la procédure pénale pour deux raisons. La première résulte de l'entrée en vigueur du Code de 1808. Celui-ci fut synonyme de suppression de la faculté jusque-là ouverte à la victime partie privée, et à l'administration de déclencher les poursuites par leur plainte. Celles-ci ont recouvré ce pouvoir depuis l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale, C.PRPE de 1958, sans amoindrir le rôle essentiel du parquet. La seconde provient de la naissance du principe de l'opportunité des poursuites. Bien que le Code d'instruction criminelle de 1808 n'ait confié une place centrale qu'aux magistrats instructeurs, les représentants du ministère public ont su se départir peu à peu du rôle limité de partie au procès défendant la permanence de la société, en obtenant la faculté de classer sans suite, puis d'exercer un pouvoir d'admonestation de l'individu leur permettant de s'immiscer dans la fonction du juge du siège et de contribuer ainsi à la mission de prévention, incombant parallèlement à celle de répression, à la justice pénale. Cette faculté de gestion de l'action publique a permis la création de la première mesure d'évitement de la poursuite, visant non la réparation du préjudice causé à la victime de l'infraction, mais la prévention de la réitération du fait délictuel. 16. En marge d'une procédure criminelle stricte, le recours à la transaction, largement assimilable à une pratique de médiation, a pu constituer un terrain favorable à l'essor de processus alternatifs à la poursuite pénale en droit français. Cependant, l'existence de pratiques anciennes, servant parfois de modèle de justice à une époque où le pouvoir de l'État était encore faible, ne constitue pas la seule source de création des procédures alternatives à la poursuite pénale. En effet,
Les modes alternatifs de résolution des conflits pénaux intégrés à notre procédure pénale actuelle s'inspirent des pratiques découlant de l'observation des droits étrangers. B. Les exemples étrangers comparés. 17. Les sources des procédures alternatives à la poursuite peuvent aussi être découvertes dans l'apport des législations étrangères. On observe que le développement de ces processus se fonde sur deux axes distincts, l'un purement répressif, l'autre ayant un objectif réparateur. La première orientation des sources étrangères de procédures alternatives est purement répressive et privilégie la possibilité de sanctionner un individu sans passage devant un juge de jugement. Ainsi, la procédure de l'amende administrative née du droit allemand a inspiré celle de l'amende forfaitaire instituée par le décret-loi du 28 décembre 1926. À l'époque, le législateur entendait confier le traitement des contraventions de petite voirie aux agents chargés de la constatation de ces infractions. Ainsi, le litige résultant de la commission de l'infraction se voyait résolu par le paiement immédiat, par le contrevenant entre les mains de l'agent verbalisateur, d'une amende éteignant l'action publique. En conséquence, toute une partie des infractions contraventionnelles échappait légalement à la connaissance du juge pénal qui demeurait compétent pour les contraventions de grande voirie. La distinction fondée sur la gravité de la contravention commise fut maintenue avec la loi du 30 décembre 1985 qui limite le domaine de la procédure de l'amende forfaitaire à certaines contraventions des 4 premières classes, alors que, pour le reste, c'est la procédure de l'ordonnance pénale créée par la loi du 3 janvier 1972, faisant d'intervenir un juge, qui permet le traitement de l'ensemble des contraventions. 18. Le développement des procédures alternatives ne se limite pas en procédure pénale française à un objectif purement répressif. Certains processus s'inspirent d'une philosophie différente fondée sur la réparation du dommage résultant de l'infraction dont l'exemple topique est celui de la médiation pénale. Consacré par le législateur par une loi du 4 janvier 1993, ce processus alternatif à la mise en œuvre de l'action publique est initialement le résultat de la pratique des parquets inspirée, elle aussi, des expériences et législations étrangères. Ce second objectif repose sur une volonté de rétablissement des liens sociaux troublés par la commission de l'infraction, en privilégiant la réparation du préjudice subi par la victime. Le point de départ de la restaurative justice, dans sa forme actuelle en droit français, provient des expériences de médiation pratiquées aux États-Unis et au Canada dès 1969. Pour autant, l'étude comparée des législations en la matière a permis de déterminer une naissance antérieure d'une justice fondée sur la négociation au travers des exemples de pays de tradition consensuelle tels que la Chine ou le Japon. Dès 1954, le gouvernement de la République populaire de Chine consacre le recours à la technique de la conciliation, utilisée depuis les années 1930 pour des litiges variés, concernant des domaines a priori civils comme les différends dans les relations familiales, de voisinage ou en matière d'habitation, mais aussi en matière pénale, s'agissant des petits délits tels que les vols ou encore les coups et blessures. La mission des conciliateurs, élus par le peuple, est particulièrement large. Outre la recherche d'une solution négociée du litige, le conciliateur doit prévenir toute dégradation des liens renoués grâce à la conciliation, y compris les premiers risques de discorde afin de préserver la paix sociale. La conciliation fut également utilisée au Japon, dès 1876. Le processus fait intervenir un juge qui, dès 1922, préside le bureau de conciliation composé de 2 autres membres citoyens nommés par le tribunal dans le but de régler des conflits essentiellement familiaux. La procédure allie à un formalisme allégé, la demande pouvant être orale et le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire, un traitement rapide et peu coûteux des litiges, reposant sur l'accord des parties auxquelles la loi reconnaît la force d'un jugement. 19. Fondé sur le constat de la nécessité d'un désengorgement des tribunaux répressifs, la justice consensuelle moderne est née des multiples expériences de médiation mises en œuvre aux États-Unis et au Canada. La recherche de modalités consensuelles à la résolution des conflits a pu paraître surprenante s'agissant de sociétés hyper-judiciarisées, desquelles découle une forte propension conflictuelle pour les citoyens américains. Cependant, aux États-Unis,
La place importante faite au bargaining, c'est-à-dire au marchandage et à la négociation dans la résolution des conflits constitue un terrain favorable à la médiation en matière pénale, d'autant que, comme le rappelle M. Vérin, les avocats américains disposent de pouvoirs importants et d'un rôle bien moins lié au système judiciaire que leurs homologues de certains pays européens, tels que la Suède, l'Allemagne ou la France. Ils peuvent notamment entendre personnellement les témoins avant ou après la citation en justice et transiger à tout moment. 20. À l'instar des exemples chinois et japonais, la pratique de la transaction permet aux États-Unis d'apporter une solution de bon sens dès lors que les enjeux du litige sont faibles ou que les justiciables ne disposent que de moyens limités. Si le recours à une justice informelle, ou soft justice, est connu aux États-Unis depuis 1880, avec la multiplication des juridictions arbitrales notamment en matière commerciale, les innovations résultent d'expérimentations telles celle pionnière du Community Dispute Resolution Programme de Philadelphie en 1969, dont le but est de désamorcer les conflits nés de la commission des une infraction de faible gravité entre un délinquant et une victime disposant de relations suivies. Ces expériences se sont rapidement multipliées et diversifiées dans les années qui suivirent. Ainsi, peut-on citer la mise en œuvre, dès 1970, du Columbus Night Prosecutor Programme et du Bronx Neighborhood Youth Diversion Programme en 1971 à New York, ou encore du Minnesota Restitution Center en 1972 et du Victim Offender Reconciliation Programme, VORP, en 1974 à Kitchener en Ontario, Canada. Malgré l'ampleur de ce mouvement de justice restauratrice, les premières expériences reposaient sur des initiatives diverses et fonctionnaient selon des modalités différentes. Les premières expériences de médiation, entre 1969 et 1974, supposaient une démarche informelle, tantôt totalement indépendante du système judiciaire et issue d'initiatives privées, tantôt plus en lien avec l'appareil judiciaire de l'État. Parfois mises en œuvre par des mouvements religieux, à l'image de l'expérience de Kitchener encouragée par l'Église ménonite, parfois résultant d'initiatives laïques, ces pratiques tendent toutes, pour l'essentiel, à l'intervention d'un membre de la communauté lors de rencontres informelles entre l'auteur de l'infraction et la victime afin de les concilier. Les premières expériences en lien avec le système judiciaire, comme le VORP financé par l'administration pénitentiaire, mettaient en œuvre la médiation pénale sur initiative du juge pénal. Le processus intervenait comme une mesure de probation. L'objectif était à la fois l'indemnisation du préjudice subi par la victime, l'atténuation du sentiment de victimation, et la prise de conscience par l'auteur de la gravité de la faute commise par lui ainsi que du préjudice subi par le tiers. D'autres expériences postérieures, comme celle des Community Boards de San Francisco en 1976, étaient plus éloignées du système de justice pénale et ont trouvé à se développer dans l'esprit de ferveur démocratique animant certaines populations américaines. L'expérience des Community Boards se focalisait sur la recherche d'une réappropriation de la justice par les membres de la communauté, à l'occasion des litiges de voisinage, familiaux ou scolaires. 21. D'abord simples expériences ne bénéficiant pas de l'aval des pouvoirs étatiques, certaines vont être consacrées rapidement par l'État considéré. C'est l'exemple de l'État de New York qui, par une loi du 27 juillet 1981, organisa une liaison étroite entre les initiatives privées de médiation et les services officiels de la justice permettant une multiplication des centres de médiation, comme celui de Brooklyn, gérés de façon diverse par des organismes privés, religieux, de charité ou éducatifs. Là encore, le domaine de la médiation pénale est celui des infractions de faible gravité telles que les troubles de voisinage, les litiges familiaux ou encore les vols, les menaces et les coups et blessures. On citera également la diversification des activités du VORP de Kitchener en 1979 qui créa, avec l'aide du financement du ministère de la Justice canadien, le service de médiation communautaire, CMS, orienté vers la résolution des litiges de voisinage et familiaux nés de la commission d'infractions pénales et de la réconciliation d'un auteur et d'une victime en lien de connaissance. 22. Toute expérience confondue et quels que soient les liens avec les pouvoirs publics, l'objectif de la médiation pénale demeure la résolution des litiges entre individus disposant d'un lien social préexistant afin de parvenir à une paix sociale pérenne.
Correspondant aux mentalités des populations d'Amérique du Nord, ces expériences ont rapidement traversé ce continent pour parvenir en Europe. C'est ainsi que la Grande-Bretagne, État de tradition anglo-saxonne le plus proche de l'esprit américain, va la première expérimenter la médiation pénale comme alternative au traitement purement judiciaire de la délinquance. Le système judiciaire de la Grande-Bretagne, essentiellement accusatoire et offrant une large possibilité de négociation, a constitué un terrain favorable à l'introduction de la médiation pénale. Deux types d'expériences de médiation ont pu y être recensés dès 1977. Une première forme de médiation a été observée dans les villes d'Exeter, Cumbria et Sandwell. Ces expériences fonctionnaient en liaison avec les services de police et s'apparentaient déjà à des formes d'alternatives à l'exercice des poursuites pénales. Elles étaient essentiellement axées sur la lutte contre la délinquance des mineurs pour les infractions de faible gravité. Les services de police, en concertation avec des travailleurs sociaux, jouaient un rôle important d'orientation vers la médiation s'agissant des litiges issus d'actes de délinquance mineure et passagère dans le but d'éviter la stigmatisation consécutive à la mise en œuvre des poursuites. Cependant, ces expériences ont montré leurs limites quant à la prise en compte insuffisante de l'objectif de reconstruction et de prise en charge des intérêts de la victime. D'autres expériences ont pu apparaître plus satisfaisantes. La médiation était alors exercée en relation avec les tribunaux, et privilégiait le sort de la victime. Toutefois, ces expériences, menées notamment à Coventry, Leeds ou Wolverhampton, ne constituaient pas à proprement parler des mesures d'évitement des poursuites puisqu'elles se voyaient mises en œuvre par le magistrat chargé de la poursuite après la décision sur la culpabilité de l'auteur de l'infraction. L'évaluation de ces expériences a permis de découvrir une prise en compte plus importante des troubles causés à la victime, même si l'indemnisation du préjudice subi nécessite une intervention accrue de l'avocat dès lors que cela repose sur la négociation avec l'auteur des faits. Si elle vise essentiellement à la réparation du dommage subi par la victime, la médiation pénale conserve néanmoins des liens étroits avec l'aspect pénal du litige. Il est dès lors apparu de l'enseignement de ces pratiques que la médiation ne peut être effectuée que si la culpabilité de l'auteur a été judiciairement reconnue. Cependant, lorsqu'elle s'effectue dans un cadre judiciaire, la médiation pénale montre son efficacité sur le prononcé de la sanction pénale, les juges tenant compte de l'exécution volontaire par l'auteur de l'infraction d'une réparation des dommages subis par la victime. 23. Au-delà des expériences de médiation pénale tant aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne, les différents pays européens ont progressivement, dans le courant des années 1990, introduit dans leur législation ce nouveau mode de résolution des conflits en matière pénale. Ainsi, l'Angleterre et l'Autriche en 1988, l'Allemagne en 1990 ou encore l'Espagne en 1992 ont adopté la médiation pénale dans leur législation mais essentiellement pour le traitement des infractions commises par les mineurs. Après un programme pilote mené à Leuven, le législateur belge consacra quant à lui la médiation pénale pour majeurs par une loi du 10 février 1994. 24. Si les institutions européennes, et notamment le Conseil de l'Europe, ont formulé des recommandations pour promouvoir la médiation pénale comme mode de traitement des infractions pénales et de règlement des conflits de nature pénale, celle-ci, supposant établie pour son application la culpabilité de l'auteur des faits, a largement contribué à l'introduction de l'idée de dépénalisation par la négociation dans la procédure pénale. Ainsi, au-delà de la médiation pénale, les législateurs des pays européens ont multiplié les procédures fondées sur la négociation, qu'elles supposent ou non la mise en œuvre de poursuites. Ceci a permis un rapprochement des modes de traitement juridictionnel des législations de culture procédurale inquisitoire à ceux du modèle américain reposant sur une large possibilité de marchandage quant à l'issue du procès. 25. Ainsi, dès 1988 et l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale, le législateur italien a introduit, par la procédure du patteggiamento, la possibilité pour le parquet et l'auteur des faits de demander au juge de prononcer le quantum de la peine préalablement négociée entre eux à hauteur d'une réduction maximale d'un tiers de la peine encourue. Le même type de procédure existe également au Portugal, à l'article 344 du Code de procédure pénale de 1987,
pour les infractions punies de moins de 5 ans d'emprisonnement, et en Espagne, depuis une loi organique du 28 décembre 1988, le jugement de conformité étant applicable pour les infractions punies de moins de 6 ans de prison. L'Allemagne, quant à elle, reconnaît la possibilité admise par la jurisprudence de transiger sur la peine en l'échange d'aveux, à condition que l'accord soit consigné par écrit à toutes les parties présentes à l'audience. Par ailleurs, l'article 153 ASTPO, Code de procédure pénale, permet au parquet de renoncer temporairement aux poursuites et d'imposer à l'auteur de l'infraction une mesure de dédommagement du préjudice causé à la victime, de payer une somme d'argent à un établissement d'intérêt public ou au trésor public, d'effectuer d'autres prestations d'intérêt public ou encore d'exécuter des obligations alimentaires. 26. Qu'il s'agisse de procédures essentiellement de nature administrative ou plus proches du mode traditionnel de jugement des infractions pénales, les innovations étrangères ont contribué, pour une large part, à la création en droit français de procédures permettant la cessation du conflit naissant de la violation de la loi pénale. Cependant, l'intégration en France d'une justice pénale alternative, en dehors de toute saisine du juge de jugement, s'est vue facilitée par l'effectivité d'une justice informelle en matière civile ou administrative qui, sans toujours être réellement indépendante de toute saisine du juge, a contribué au désengorgement des juridictions civiles et a inspiré les multiples procédures alternatives en matière pénale. C. Les multiples procédures instituées. 27. Inspiré par les législations étrangères, le droit français a consacré le recours à des modes informels de résolution des différends extrapénaux entre personnes privées ou avec les administrations. Cela a constitué un courant favorable à l'instauration de diverses procédures alternatives à la poursuite pénale. Fondées sur l'idée de négociation, les objectifs recherchés par le recours à des sources internes de justice informelle influent sur la création des processus alternatifs de règlement des litiges et contribuent à la diversité des réponses pénales. 1. En dehors du droit pénal. 28. L'idée initiale de régler les différends par l'intervention d'un tiers indépendant et impartial est sans nul doute issue du droit administratif consacrant, par la loi du 3 janvier 1973, le recours à la médiation elle-même née de la pratique du droit international public. Inspiré largement de l'ombudsman suédois, le médiateur de la République, dont les compétences ressortissent du défenseur des droits depuis les lois du 29 mars 2011, peut être saisi par tout particulier qui estime pouvoir se plaindre du mauvais fonctionnement d'une administration ou d'un organisme investi d'une mission de service public. Si la réclamation formulée paraît justifiée, le médiateur peut former des recommandations afin de régler les difficultés au besoin en équité si la situation du requérant l'exige. Le recours aux modalités informelles de règlement des différends en droit public s'est d'ailleurs élargi avec la création des délégués du médiateur de la République, en 1978, mais aussi en se spécialisant avec l'instauration en France du médiateur du cinéma, par la loi n° 82/652 du 29 juillet 1982. Celui-ci est chargé d'une mission de conciliation préalable en matière de litige relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques trouvant leur source dans les situations de monopole ou de position dominante, ou encore dans toute situation ayant pour effet de restreindre la diffusion d'une telle œuvre. On citera encore l'article 13 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, instaurant des procédures préalables de conciliation avant tout recours contentieux contre l'administration. Ainsi, l'introduction en droit administratif du recours à la médiation et à la conciliation ne s'est pas uniquement faite en dehors de l'intervention du juge administratif, mais aussi à l'occasion même d'un litige porté devant le juge naturel de l'administration. Cette distinction se retrouve en droit privé à propos de contentieux civils. 29. À l'instar du droit administratif, le recours à la conciliation en matière civile est intervenu assez tôt avec le décret n° 78/381 du 20 mars 1978. Né du vide judiciaire créé par la disparition du juge de paix, le conciliateur civil, nommé pour une durée d'1 an par le premier président de la Cour d'appel et renouvelable pour 5 ans, peut être saisi sans forme par tout particulier, personne physique ou morale,
sur tout litige de nature civile portant sur des droits dont les justiciables ont la libre disposition. Il peut aussi, en vertu de l'article 5 du décret, être saisi par l'autorité judiciaire. Sa mission est de parvenir à un accord amiable total ou partiel entre les parties au conflit. En cas d'accord, un constat sera signé par le conciliateur et les parties qui conserveront toutes deux un exemplaire. Selon certains auteurs, le conciliateur peut être considéré comme un véritable auxiliaire de justice dès lors que la charge de conciliation des parties à un conflit appartient initialement au juge de jugement lui-même que celui-ci peut, en vertu de l'article 5 du décret précité, déléguer à un intermédiaire indépendant. 30. Le droit privé a consacré et étendu, à partir de la loi n° 95/125 du 8 février 1995, d'autres modalités de règlement des litiges par la recherche d'un accord amiable entre les parties à un procès préalablement pendant devant une juridiction. La mise en œuvre de ces procédures de conciliation ou de médiation, dont l'objectif est de parvenir au désengorgement des tribunaux par la conclusion d'un accord amiable, reste facultative dans la plupart des cas, même si le législateur a pu la concevoir comme devenant un préalable obligatoire à la poursuite de la procédure engagée. Ainsi, la mise en œuvre d'une médiation sera facultative pour le juge civil saisi en matière de contentieux familial. S'agissant des questions relatives à l'autorité parentale et au divorce, le Code civil, CCIV, en vertu de ses articles 373-2-10 et 255, permet au juge aux affaires familiales de désigner un médiateur familial afin de rechercher un accord amiable entre les parties pouvant ensuite être homologué par le juge. 31. Au-delà des modes facultatifs de règlement amiable, des tentatives de conciliation obligatoires préalables à toute poursuite de la procédure ont été prévues. Ainsi en est-il en matière civile ou encore de contentieux individuels, relatifs au contrat de travail. En effet, en matière civile, dans les cas où il peut mettre en œuvre une mission de médiation effectuée par un tiers indépendant et impartial, le Code prévoit l'obligation pour le juge aux affaires familiales de rechercher l'accord des parties en procédant lui-même à une tentative de conciliation. De même, l'article L 1411-1 ANCAR. L 511-1 du Code du travail, CETRAV, institue en matière de contentieux individuels relatifs au contrat de travail, une tentative obligatoire de conciliation effectuée par les conseils de prud'hommes eux-mêmes avant tout jugement des différends portés devant eux. 32. Outre les modes informels ou non juridictionnels de règlement des litiges, le droit civil conçoit la voie contractuelle comme un mode de règlement des conflits. En effet, en son article 2044, le Code civil énonce la possibilité pour les parties de recourir à la transaction afin de mettre fin contractuellement à tout différend par les parties. Enfin, on constatera également que le droit administratif consacre de façon élargie le recours à la transaction s'agissant des conflits nés entre l'administration et les particuliers sur le fondement des mêmes dispositions civilistes. 33. Le souci de désengorgement judiciaire en matière civile a favorisé une utilisation large des modes alternatifs. En effet, ces derniers peuvent intervenir tant au cours d'une procédure déjà pendante devant la juridiction qu'en l'absence de toute saisine préalable de la juridiction. À l'inverse, la même recherche du désencombrement des tribunaux répressifs a entraîné un développement de procédures alternatives intervenant en amont de tout déclenchement de l'instance pénale. Poursuivant ainsi l'objectif de déjudiciarisation, défini comme devant alléger la tâche du juge dans la gestion des contentieux, le législateur a pu s'inspirer des processus alternatifs du droit civil ou du droit administratif pour traiter des litiges prenant leur source dans la violation de la loi pénale. 2. En matière pénale. 34. S'agissant des contentieux pénaux, c'est-à-dire ceux résultant de la violation de la loi pénale, les processus alternatifs de règlement des litiges ont, dans un objectif initial de désengorgement des juridictions répressives, contribué à la naissance d'une justice consacrant largement l'évitement du juge pénal, à tout le moins dans l'exercice de sa mission traditionnelle. Le fondement de cette nouvelle justice pénale a pu être trouvé dans le principe d'opportunité des poursuites de l'article 40 du Code de procédure pénale, C.PRPE_N. Cette disposition, laissant au seul représentant du parquet le soin de décider du traitement à apporter à la commission d'une infraction dont il a connaissance,
se limitait à l'origine à un choix binaire entre mise en œuvre des poursuites pénales et classement sans suite. Cependant, cet article 40C.PRPE a servi de fondement à un nombre important d'absences de suite judiciaire à la commission d'infraction, c'est-à-dire de classement sans suite, décrédibilisant ainsi l'institution judiciaire. 35. En effet, l'interprétation de ce texte a favorisé la création par les parquets de processus dits de la troisième voie qui, en assortissant le classement sans suite d'une obligation mise à la charge de l'infracteur, ont permis de dépasser le simple choix binaire évoqué. L'essor des procédures de classement sous condition a contribué à la naissance d'un arsenal pénal important, s'ajoutant aux processus pénaux préexistants d'évitement du juge répressif, afin d'accroître la célérité de la justice pénale et de favoriser l'apport d'une réponse pénale plus adaptée au contentieux qu'il vise à régler. D'ailleurs, les procédures alternatives pénales ne résultent pas du seul code de procédure pénale et si ce dernier rassemble aujourd'hui la plupart d'entre elles, celles-ci ne se trouvent pas concentrées en une seule disposition. Ce constat révèle le caractère polymorphe des procédures alternatives à la poursuite pénale, dû essentiellement aux circonstances de leur naissance, et à l'esprit empirique dont a fait preuve le législateur dans sa volonté de les intégrer à l'arsenal juridique répressif. L'avènement des procédures alternatives comme mode de réponse à la délinquance résulte d'un triple mouvement législatif de création, de consécration et de promotion de ces nouvelles réponses pénales. 36. Une première phase de création de ces procédures est intervenue à l'occasion de luttes contre des formes précises de délinquance. La volonté affichée par le législateur n'était pas encore totalement liée à l'objectif de désengorgement de tribunaux pénaux, mais visait, en grande partie, à l'apport d'une réponse pénale adaptée à la forme de délinquance considérée. C'est en quelque sorte dans l'inconscience du législateur que les premières formes de procédures alternatives à la poursuite pénale ont été introduites en droit français. Un premier processus peut tout d'abord être découvert à l'occasion du décret-loi du 28 décembre 1926 puis des lois numéro 72A5 du 3 janvier 1972 et numéro 85-1407 du 30 décembre 1985, lesquelles ont consacré la procédure de l'amende forfaitaire. L'objectif consistait à lutter contre la délinquance contraventionnelle, essentiellement dans le domaine de la circulation routière. Cependant, la loi du 30 décembre 1985 précitée fixait déjà un objectif de désencombrement des tribunaux de police. Toutefois, il faut préciser que le chapitre 2 bis du titre 3 du Code de procédure pénale relatif à l'amende forfaitaire contient une seconde procédure créée par un décret-loi du 30 juin 1934. Celle-ci permet l'arrêt de toute poursuite en matière de contravention à la police des chemins de fer, par le paiement entre les mains de l'agent de l'exploitant d'une indemnité forfaitaire. Cette procédure a été expressément qualifiée de transaction par la loi du 30 décembre 1985. 37. Ensuite, un deuxième processus visant à éviter l'instance pénale afin de lutter efficacement contre une forme précise de délinquance, ressortie de la loi numéro 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et à l'usage illicite de substances vénéneuses. Ce texte a créé la mesure d'injonction thérapeutique que l'on nommera plus tard alternative thérapeutique. Cette procédure insérée dans l'article L628 du Code de la santé publique, C-Santé Pub, devenue, depuis l'ordonnance numéro 2000-548 du 15 juin 2000, l'article L3423-1 du même code, consiste à permettre aux délinquants consommateurs de stupéfiants d'éviter les poursuites pénales moyennant le respect d'obligations sanitaires. 38. Enfin, d'autres procédures alternatives peuvent être découvertes au travers des moyens dont disposent certaines administrations pour réprimer les infractions qui leur causent un préjudice. S'il leur est permis, en vertu de l'article 1er al. 1er C.PRPE de déclencher de manière autonome l'action publique en vue de l'application des peines, ces administrations privilégient le règlement transactionnel des litiges trouvant leur origine dans la commission d'une infraction pénale spéciale souvent incriminée hors le code pénal, CPE. Par une loi du 29 décembre 1977, le législateur a étendu, au travers de l'article 16 de celle-ci, la possibilité pour ces administrations de transiger sur l'action publique,
l'acte transactionnel ayant, en vertu des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, autorité de chose jugée. Ainsi, en matière douanière et fiscale, la transaction constitue le mode privilégié d'extinction des litiges et peut intervenir à tout moment, y compris après le déclenchement de l'action publique, pour les infractions de nature contraventionnelle et délictuelle. Cependant, il convient dès à présent de préciser que les effets d'une transaction conclue avant ou après le prononcé d'un jugement, mais après le déclenchement de l'action publique sont moins radicaux que la transaction alternative aux poursuites. En effet, seule cette dernière permet l'évitement du juge répressif et le prononcé d'une peine d'emprisonnement. À l'inverse, la transaction advenue pendant l'instance pénale n'empêchera que le prononcé de l'amende et des autres pénalités. Le domaine de la transaction résultant d'un préjudice causé à une administration est particulièrement large. Outre les matières douanières et fiscales, ce mode extrajudiciaire de résolution des litiges peut aussi être observé en matière forestière, sur le fondement de l'article L161A25, ancien article 153A2, du Code forestier, ses points forts, ou encore en matière de pêche maritime, décret du 2 août 1989. 39. Une deuxième phase législative a consacré les initiatives des parquets visant le désengorgement des tribunaux et participant à l'apport d'une réponse pénale adaptée à des contentieux particuliers. La volonté de lutter contre le trop grand nombre de classements sans suite pure et simple, décrédibilisant l'autorité judiciaire et diminuant la confiance des justiciables en l'appareil judiciaire, a en effet été initiée par les magistrats du parquet au travers de leur mission d'appréciation de l'opportunité des poursuites pénales. C'est ainsi que la médiation pénale a été intégrée dans la pratique de certains parquets. Proche des mesures de conciliation civile, instituées par le décret précité du 20 mars 1978, cette mesure, initialement appelée conciliation pénale, permet aux magistrats du parquet de décider du classement sans suite de l'infraction dès lors que l'auteur des faits admet le règlement du litige par le biais d'un processus visant à la conciliation et faisant intervenir un tiers indépendant et impartial. Toutefois, cette possibilité n'est ouverte que lorsqu'un dommage est causé à une victime identifiée. De plus, elle suppose la reconnaissance par l'auteur de la commission de l'infraction. Cette mesure, réservée aux faits de nature délictuelle ou contraventionnelle causant essentiellement un dommage à la victime, fait entrevoir la réparation civile comme un mode de réponse pénale à part entière pour certaines infractions commises dans un contexte particulier résultant de la relation sociale préexistante entre la victime et l'auteur. L'objectif principal de cette mesure consiste à favoriser le rétablissement de la paix sociale et à éviter à la fois la stigmatisation de l'auteur par la mise œuvre d'un procès pour des faits peu graves et la victimation. Les premières expériences d'usage de cette mesure conciliatrice, dont l'essor est dû essentiellement au développement des associations d'aide aux victimes et de la politique de la ville, se sont révélées de nombreuses pratiques dont les modalités variaient d'un parquet à un autre. 40. Ainsi a-t-il été possible de bâtir très tôt une classification des procédures de médiation en distinguant les expériences favorisant une médiation de type judiciaire, dans laquelle le procureur de la République lui-même joue le rôle de médiateur, des types de médiation dites sociétales, avec ou sans contrôle judiciaire. Si la dernière forme de médiation n'est pas utilisée en matière pénale car elle se déroule sans aucune intervention d'un magistrat, c'est la médiation pénale sous contrôle judiciaire qui sera la plus employée et servira de modèle aux législateurs. Cette modalité de la médiation est celle qui correspond pour l'essentiel à l'expérience du procureur Géapap au parquet de Valence, faisant intervenir un médiateur indépendant, choisi par lui au sein d'associations d'aide aux victimes et devant rendre compte de son activité. La médiation pénale judiciaire, encore appelée médiation retenue, a été écartée, même si elle a pu être pratiquée entre 1984 et 1991 par certains parquets tels celui de Pontoise ou de Nanterre. La doctrine l'a d'ailleurs qualifiée de procédure hérétique, en ce qu'elle faisait intervenir le procureur de la République comme médiateur. Ce double rôle joué par le magistrat du parquet se révèle en effet contraire au principe même d'une résolution du conflit par l'intervention d'un tiers indépendant et impartial. 41. Le ministère de la Justice reconnut très tôt la pratique de la médiation pénale. En effet,
suite à une question parlementaire écrite déposée à l'Assemblée nationale le 29 avril 1991, demandant des précisions sur cette procédure, le garde des Sceaux va, dans sa réponse publiée le 7 octobre 1991 au Journal officiel, reconnaître expressément les expériences menées dans certains tribunaux comme correspondant à une troisième voie entre le classement sans suite pure et simple et la poursuite. La consécration législative interviendra avec la loi numéro 93A2, du 4 janvier 1993 réformant la procédure pénale. Le texte intègre notamment un article 41 au Code de procédure pénale relatif à la médiation pénale. Cette dernière pouvant être décidée par le procureur de la République avant toute décision sur l'action publique, verra ses modalités précisées postérieurement par un décret numéro 96A305 du 10 avril 1996 proscrivant clairement la pratique de la médiation retenue et favorisant l'intervention d'un médiateur indépendant et impartial. Plus tard, la loi numéro 99A515 du 23 juin 1999 relative à l'efficacité de la procédure pénale intégrera la mesure de médiation au sein d'un arsenal alternatif aux poursuites pénales plus étendues. 42. Parallèlement, dès le milieu des années 1980, certains parquets ont assujetti le classement sans suite d'une infraction au respect par l'auteur des faits de certaines obligations. C'est dans ce contexte qu'est née la pratique du rappel à la loi, permettant au procureur ou à son représentant, substitut ou officier de police judiciaire, de signifier à l'auteur de l'infraction la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés ainsi que la nature et le quantum des peines normalement applicables par la juridiction de jugement. Cette mesure nouvelle évitant la mise en œuvre de la poursuite pénale était essentiellement utilisée pour les infractions ne troublant que peu l'ordre public et pour lesquelles aucune victime n'avait subi de dommages ou n'était identifiée. Cette mesure n'a été consacrée que tardivement par la loi précitée du 23 juin 1999 relative à l'efficacité de la procédure pénale. Ce texte insère un article 41.1 au Code de procédure pénale et amorce ainsi une dernière phase législative de promotion des modes de résolution des conflits pénaux. 43. Cette dernière phase législative a complété de manière significative le mouvement alternatif de résolution des litiges en matière pénale, en intégrant d'abord les expériences de classement sous conditions. Ainsi, l'article 41.1c.PRPE confirme les mesures de rappel à la loi et de médiation pénale tout en adjoignant d'autres mesures répondant aux mêmes préoccupations de prise de conscience par l'auteur de la gravité des faits commis par lui et de réparation du dommage subi par la victime. Il s'agit des processus d'orientation de l'auteur des faits vers une structure sanitaire sociale ou professionnelle, consistant notamment dans l'accomplissement d'un stage de régularisation de la situation de l'individu au regard de la loi ou du règlement, ou encore de réparation du dommage résultant de la commission des faits. 44. La loi de 1999 est allée plus loin en adoptant une mesure inédite, fondée clairement sur la reconnaissance antérieure des faits par l'individu. Intégrée aux articles 41A2 et 41A3c.PRPE_N, la composition pénale permet au parquet de décider avant tout déclenchement de l'action publique d'une mesure consistant dans le versement d'une amende de composition au profit du trésor public et ou de mesures au caractère répressif clairement marqué. L'originalité de la composition pénale, consécutivement aux enseignements tirés par le législateur de la censure par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 2 février 1995, de la loi votée le 22 décembre 1994, fondée sur une inobservation du principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement, réside dans l'association au processus alternatif des apostrophes. Un magistrat du siège, chargé de valider la mesure décidée par le parquet et acceptée par l'auteur de l'infraction. Il en résulte également que la mesure, bien que davantage répressive, dispose d'effets plus radicaux sur l'action publique que celle de l'article 41A1c.PRPE_N. Ces dernières ne permettent qu'un classement sans suite et la suspension de l'action publique, là où la composition pénale, à l'instar de l'amende forfaitaire, entraîne une extinction de celle-ci. 45. Initialement, le domaine de la composition pénale se limitait à certaines infractions limitativement énumérées. Toutefois,
Une seconde étape législative de promotion des procédures alternatives va, avec la loi numéro 2004-204 du 9 mars 2004, renforcer le domaine des modes alternatifs en matière pénale en modifiant notamment l'article 41.1, 2°C.PRPE_N. Le domaine de la composition pénale sera ainsi étendu à l'ensemble des infractions délictuelles punies de 5 ans d'emprisonnement. Par ailleurs, la loi de 2004 complétera les mesures pouvant être proposées à l'occasion de cette procédure. La loi du 9 mars 2004 s'associe également au mouvement antérieur de simplification de la procédure pénale, duquel découle l'ordonnance pénale ou encore la comparution immédiate, et crée aux articles 495A7 et suivants du Code de procédure pénale la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC. Cette mesure, se plaçant entre la mesure de composition pénale et l'exercice de l'action publique, se fonde, comme les procédures de médiation pénale et de l'article 41A2C.PRPE_N, sur la reconnaissance antérieure de sa culpabilité par l'auteur de l'infraction afin que celui-ci bénéficie d'un traitement pénal plus favorable. Cependant, à la différence des mesures alternatives à la poursuite, la procédure de CRPC permet le prononcé d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre 1 an. Également, la sanction, quelle que soit sa nature, devra être homologuée par un magistrat du siège. 46. Une troisième étape de promotion des solutions alternatives a encore complété l'arsenal pénal lors de l'adoption de la loi 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Le texte intègre aux articles 41A1 et 41A2C.PRPE_N une nouvelle mesure prévoyant, en matière de lutte contre les violences conjugales, l'interdiction pour l'auteur de l'infraction commise contre ses enfants, son conjoint, son concubin ou les enfants de ces derniers de résider au domicile ou à la résidence du couple ou d'y paraître. La mesure peut en outre comporter une prise en charge sanitaire psychologique ou sociale. 47. La technique de la transaction a également fait l'objet d'une promotion par le législateur. En effet, la loi numéro 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, dont les missions sont désormais intégrées au sein des prérogatives du défenseur des droits, prévoit la possibilité d'éteindre les différents nés des apostrophes. Une infraction aux articles 225A2 et 437A7 du Code pénal ou L 1132A1 et S. Et L 1142A1 et S. Du Code du travail par des voies alternatives telles que la médiation ou la transaction prévue par l'article 6 al. 3C.PRPE_N. Cette dernière technique a pu encore être prônée par le législateur, à l'occasion de l'ordonnance du 1er septembre 2005, à propos des infractions contraventionnelles au Code de la consommation, CECONSO. Et au Code de commerce, infractions constatées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF. 48. L'essor des procédures alternatives à la poursuite pénale s'inscrit, comme en matière civile, dans une volonté initiale de désengorgement des tribunaux et d'allègement du travail du juge. Cependant, en matière pénale, à cette volonté première s'est combinée à une perspective plus générale de dépénalisation entraînant non pas une suppression des incriminations, mais comme l'a énoncé Madame Delmas-Marty, un dessaisissement du système pénal classique de la question du traitement des infractions et de la délinquance au profit d'autres variantes administratives, civiles ou de médiation. 49. À l'instar de celles applicables en matière civile, on peut observer 2 modalités de développement des modes alternatifs de règlement des litiges pénaux, afin d'aboutir au désencombrement des tribunaux. La première crée des modes nouveaux souvent totalement indépendants des juridictions, tandis que la seconde conserve le principe de l'intervention du juge. La mission de celui-ci est alors réduite soit à une œuvre de conciliation, soit à un travail d'homologation de la volonté des parties. Une telle coexistence s'orientant toujours davantage vers un éloignement des fonctions traditionnelles du juge pénal, suscite un certain nombre d'interrogations en droit pénal. 2. Les interrogations pénalistes consécutives. 5 ans. Tout d'abord, la notion même de procédure alternative,
dont le critère de distinction avec les procédures simplifiées de jugement ne peut résider dans le seul indice d'intervention ou de non-intervention du juge pénal, exige de la précision dans la définition même de chacun de ces processus. Ensuite, si certains d'entre eux réalisent un évitement total du juge de jugement, le problème se pose de la détermination des acteurs de cette nouvelle justice intervenant dans l'accomplissement de ces processus pénaux. Enfin, de cette nouvelle justice qui coexiste avec la justice traditionnelle, découle la question de savoir quels sont les objectifs effectivement recherchés dans sa mise en œuvre. A. La notion de procédure alternative à la poursuite. 51. Face à la juxtaposition de processus variés palliant l'engorgement des tribunaux tant en matière civile qu'en matière pénale, il serait aisé de définir les procédures alternatives de règlement des litiges comme celles qui recherchent, par la négociation, la résolution d'un conflit opposant plusieurs individus ayant des intérêts distincts. Dès lors, l'intervention d'un juge se révélerait indifférente pourvu que son rôle se résume à une mission conciliatrice. Cependant, une telle définition, acceptable en matière civile, ne permet pas de définir précisément les procédures applicables en matière pénale. En effet, les multiples procédures instituées permettant le désencombrement des juridictions pénales peuvent être distinguées selon qu'elles entraînent ou non l'intervention d'un juge de jugement, mais aussi selon qu'elles interviennent ou non en amont du déclenchement de l'action publique. 52. L'idée d'une résolution du litige pénal par une voie alternative fait présumer un règlement du différend né de la commission d'une infraction, par un mode excluant la mise en œuvre de l'action publique. Ainsi, les premières expériences de classement sous condition, et notamment la médiation pénale, prévoyaient déjà un classement sans suite de l'infraction, c'est-à-dire l'engagement moral pris par le parquet de ne pas déclencher l'action publique. En revanche, les procédures simplifiées de jugement telles que l'ordonnance pénale contraventionnelle des articles 524 et suivants C.PRPE_N, issue de la loi du 3 janvier 1972, ou la même procédure applicable au domaine délictuel des articles 495 à 495 à 6 C.PRPE_N, mais aussi la procédure de comparution immédiate instituée à L', article 395 C.PRPE_N, par la loi 9 septembre 1986, contribue également à l'objectif de désengorgement des tribunaux en allégeant la procédure et le rôle du juge de jugement par la réduction de la phase de détermination de la culpabilité de l'auteur présumé de l'infraction afin de privilégier celle de la sanction. Cependant, elles ne peuvent être considérées comme de véritables procédures alternatives dès lors qu'elles supposent un déclenchement préalable de l'action publique. 53. Par conséquent, il est possible de définir les procédures alternatives comme celles évitant nécessairement la mise en œuvre de la poursuite en constituant une troisième voie entre l'action publique et le classement en opportunité. De plus, en ce qu'elles venaient initialement lutter contre le trop grand nombre d'absences de réponse pénale, certains ont pu proposer de les qualifier de modes alternatifs au classement sans suite puisqu'elles visent à restreindre l'usage de ce dernier. Néanmoins, c'est bien au stade de la décision sur l'action publique appartenant au parquet que se place la question de l'opportunité de la mise en œuvre des procédures alternatives. Ainsi, lors d'une audition au Sénat, M. Pierre Truche, ancien premier président de la Cour de cassation, a précisé la définition de la médiation pénale comme réalisant un classement sans poursuite, dès lors que l'accomplissement de la mesure en permettant le classement sans suite évite nécessairement le déclenchement de l'action publique. 54. Ainsi, les alternatives à la poursuite pénale peuvent être définies comme tous les modes de résolution des litiges nés de la commission d'une infraction effectuée en amont de la décision sur le déclenchement de l'action publique et excluant l'intervention d'un juge de jugement. Toutefois, cette définition ne peut être recevable que si la procédure envisagée ne prévoit à aucun moment l'intervention d'un juge de jugement agissant dans sa mission traditionnelle de détermination de la culpabilité, ainsi que du quantum et de la nature de la peine. Or, à l'exemple des modes alternatifs applicables en matière civile prévoyant l'intervention d'un juge homologateur de la Convention des parties, le législateur a créé certaines procédures proches de la frontière de la mise en mouvement de l'action publique, obscurcissant ainsi la distinction entre procédures simplifiées de jugement et procédures alternatives. 55.
Ainsi en est-il depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1999 de la composition pénale. Cette procédure déjà évoquée permet au parquet, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de proposer à l'auteur de l'infraction une mesure au caractère répressif marqué qui doit être validée par un magistrat du siège. De même, la création de la procédure comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité par la loi du 9 mars 2004 vient également troubler la notion de procédure alternative. Si en effet, elle permet le prononcé de peine d'emprisonnement et comporte l'intervention d'un juge du siège, elle présente des similitudes avec les mesures des articles 41A1 et 41A2, C.PRPE accent aigu N, car elle repose sur le principe d'une reconnaissance des faits par l'auteur devant le magistrat du parquet et se caractérise par l'évitement d'un débat sur la culpabilité devant le magistrat du siège. Dès lors, ce dernier voit, comme pour la mesure de composition pénale, son rôle cantonné à l'homologation de l'accord entre le parquet et l'auteur de l'infraction sur la nature et le quantum de la peine. 56. Les procédures de composition pénale et de CRPC répondent toutes deux aux objectifs de désengorgement des tribunaux répressifs et de l'apport d'une réponse pénale systématique. De plus, elles disposent d'un domaine identique quant aux infractions. Cependant, elles se situent dans deux domaines procéduraux a priori séparés par le déclenchement de l'action publique. Bien que la frontière de la mise en œuvre des poursuites ait pour but de distinguer clairement les procédures alternatives de celles simplifiées de jugement, l'intervention du magistrat du siège entraîne un certain obscurcissement. S'il doit constituer une garantie pour le justiciable, il n'accomplit, tant lors de l'application de la composition pénale que de celle de CRPC, qu'une mission de contrôle à minima de l'adéquation de la mesure pénale décidée et acceptée par rapport à la gravité des faits reprochés à l'auteur de l'infraction. 57. L'opacité réelle croissante du critère du déclenchement de l'action publique comme signe distinctif des deux catégories de procédures est telle que les parlementaires ont pu confondre ces deux modes de traitement de l'infraction. En effet, à l'occasion d'un rapport d'information du Sénat relatif aux procédures accélérées de jugement en matière pénale, la composition pénale est présentée comme constituant une telle procédure de jugement à côté des procédures simplifiées de l'ordonnance pénale ou de la comparution immédiate et de la CRPC. De cette confusion entre les procédures simplifiées de jugement et les procédures alternatives, il faut sans doute retenir que ces dernières ne peuvent plus être strictement définies comme une troisième voie entre poursuite et classement sans suite en raison de la promotion faite par le législateur d'une réponse pénale systématique, quelle qu'en soit la forme, à toute infraction connue de l'appareil judiciaire et limitant de ce fait le recours au classement sans suite pur et simple. De la volonté d'une réponse pénale systématique découle le constat que ces procédures alternatives ne doivent plus être considérées seulement comme des modalités exceptionnelles de désengorgement des tribunaux répressifs. Au contraire, elles deviennent un mode ordinaire de traitement des infractions. 58. Sans toutefois nier les similitudes entre composition pénale et CRPC, celles-ci peuvent être distinguées non seulement à partir du critère du déclenchement de l'action publique, mais aussi de celui de la nature des sanctions susceptibles d'être prononcées. La procédure de composition pénale ne peut pas être assimilée à une procédure accélérée de jugement, au seul motif qu'elle fait intervenir un magistrat du siège chargé de la validation de la mesure. Au contraire, pour qu'il y ait jugement, il est nécessaire qu'un magistrat du siège soit saisi par le moyen d'une action. Si l'action publique en vue de l'application d'une peine doit pouvoir saisir valablement le juge pénal, la composition pénale vise précisément à éviter le déclenchement de cette action. De plus, les sanctions issues de la procédure de l'article 41A2 C.PRPE accent aigu N sont considérées par le législateur lui-même comme des mesures et non comme des peines. Or, ces dernières ne pourront obtenir cette qualification que si elles sont prononcées par un juge de jugement intervenant dans sa mission traditionnelle. 59. La nature des sanctions peut en outre constituer un autre critère de distinction entre procédures alternatives et procédures simplifiées de jugement. En effet, l'ensemble des processus alternatifs à la poursuite pénale consacre, outre l'évitement du juge pénal dans sa mission traditionnelle, l'assurance que l'auteur de l'infraction ne verra pas prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement. Les procédures alternatives sont à cet endroit,
complémentaire des peines alternatives à l'emprisonnement et privilégie les sanctions pécuniaires ou encore restrictives de droit. À l'inverse, si certaines procédures simplifiées garantissent une sanction plus clémente, telle que la CRPC, elles permettent surtout un jugement plus rapide pouvant pratiquement déboucher sur une condamnation au maximum de la peine encourue. 60. Les procédures simplifiées de jugement étant seules susceptibles d'entraîner le prononcé d'une peine, il est cependant difficile de leur nier un certain caractère alternatif. En effet, il appartient au parquet en vertu de l'article 40 C.PRPE d'apprécier la suite à donner aux plaintes et dénonciations qu'il reçoit. Si l'on peut tirer de cette disposition le principe de l'opportunité des poursuites, il faut avant tout retenir qu'il incombe au procureur de la République de décider de la suite procédurale la plus opportune. Ainsi, l'action publique n'entraînant pas, du vœu même du législateur, un parcours procédural uniforme, le magistrat du parquet doit saisir le juge de jugement selon la forme la plus prompte à résoudre le litige né de la commission de l'infraction. Ainsi, les procédures simplifiées de jugement peuvent apparaître alternatives au déclenchement classique de l'action publique et à la saisine d'une juridiction dans sa formation ordinaire. En conséquence, afin d'atténuer l'équivoque découlant de la coexistence entre procédures alternatives et procédures simplifiées de jugement, ces dernières peuvent être qualifiées de procédures de poursuite alternative. Ainsi, il y a procédure de poursuite alternative lorsque l'action publique déclenchée, le parquet décide de la mise en application d'une procédure simplifiée dérogeant aux règles classiques de poursuite. 61. En revanche, il y a procédure alternative à la poursuite dès lors que le parquet décide de la mise en œuvre d'un processus visant à l'apport d'une réponse pénale avant toute décision sur l'action publique et recherchant l'évitement de cette dernière. D'ailleurs, l'action publique, par principe indisponible, empêche l'usage des procédures alternatives une fois qu'elle est déclenchée. Quant au processus transactionnel déjà évoqué pouvant être utilisé malgré le déclenchement des poursuites, il ne dispose pas de la nature d'une procédure alternative à la poursuite pénale, mais de celle d'une alternative au jugement dès lors qu'ils sont décidés postérieurement à l'engagement de l'action publique. De la même manière, la mesure de réparation, proche de la médiation pénale applicable aux majeurs est prévue par l'article 12A1 al. 1er de l'ordonnance du 2 février 1945 au titre des mesures éducatives, ne peut pas toujours être qualifiée de procédure alternative à la poursuite pénale. En effet, cette mesure qui privilégie la réparation du dommage subi par la victime, peut être indifféremment proposée par le procureur de la République avant l'engagement des poursuites, par la juridiction chargée de l'instruction ou par la juridiction de jugement. S'il n'est pas contestable que la mesure de réparation décidée par la juridiction chargée de l'instruction ou par celle de jugement n'est pas une procédure alternative dès lors qu'elle intervient postérieurement à la mise en œuvre des poursuites, celle décidée par le parquet avant l'engagement de ces dernières peut également revêtir la qualification de poursuite alternative dès lors que le deuxième alinéa de l'article 12A1 de l'ordonnance de 1945 prévoit in fine un procès-verbal constatant l'accord préalable du mineur et de la victime à la mesure, doit être joint à la procédure. Dans ce cas, la mesure de réparation n'aura d'effet que sur la sanction prononcée par la juridiction compétente. En outre, la mesure de médiation-réparation applicable aux mineurs constitue une mesure alternative particulière distincte du processus susceptible d'être mis en œuvre pour les majeurs. En effet, la procédure de l'article 12A1 de l'ordonnance précitée tend, comme celle de l'article 41A1, 5° C.PRPE à la réparation du préjudice subi par la victime, mais comprend également une forte dimension éducative propre au droit pénal applicable aux mineurs. Ainsi, le traitement de la délinquance des mineurs est dans son ensemble tourné vers l'éducation. Toutefois, le droit pénal des mineurs n'ignore pas certaines formes limitées de répression par le moyen d'une procédure alternative à la poursuite de nature punitive. 62. Malgré la diversité croissante des procédures, il est possible d'apporter une définition des procédures alternatives. Celle-ci doit prendre en compte les caractéristiques propres à ces procédures, un domaine quant aux infractions circonscrit aux délits et aux contraventions, une mise en œuvre décidée avant tout déclenchement de l'action publique et l'absence d'intervention du juge dans le cadre de sa mission traditionnelle.
La définition des procédures alternatives à la poursuite pénale peut être précisée à la lumière de celle donnée par le doyen Carbonnier à propos de la médiation. Selon cet auteur, la médiation est un mode informel de résolution par un tiers des conflits qui auraient dû, a priori, être résolus dans les formes par un juge de l'espèce traditionnelle. Ainsi, les procédures alternatives peuvent être définies comme les modes de règlement des litiges, issus de la commission d'une infraction pénale contraventionnelle ou délictuelle, qui auraient dû a priori être résolus par un juge de l'espèce traditionnelle et sont décidés par l'organe disposant du pouvoir de poursuite avant tout déclenchement de l'action publique. Cette définition permettant de prendre en compte la volonté de déjuridictionnalisation dans le traitement pénal de l'infraction, incite à se pencher sur la question des bouleversements relatifs à la détermination des acteurs de ces procédures et de leur rôle au sein de celles-ci. B. Les divers acteurs de la justice alternative. 63. La mutation annoncée de la justice pénale en conséquence des procédures alternatives provient premièrement d'une concentration entre les mains des seuls membres du ministère public des moyens permettant le désengorgement des tribunaux répressifs. Ce pouvoir résulte du principe de l'opportunité des poursuites découlant de l'interprétation de l'article 40 C.PRPE*N. Ainsi, le parquet décide, dès le premier stade de la procédure, de la gravité des faits commis et de leur orientation procédurale dans un souci à première vue, purement gestionnaire. S'il a été possible de distinguer nettement les procédures alternatives des procédures accélérées ou simplifiées de jugement, le procureur de la République décide toujours de leur mise en œuvre, afin d'atteindre l'objectif d'une réponse pénale adaptée et du désencombrement des tribunaux. Dès lors, la fonction du ministère public a plus qu'évolué, elle s'est véritablement transformée afin d'accorder à ses membres un pouvoir de prévision du traitement pénal du délinquant. En effet, si ceux-ci président au choix du mode procédural le plus approprié, l'option qu'ils auront retenue permet de manière effective d'anticiper, sinon précisément le quantum, au moins la nature des sanctions pouvant être appliquées aux auteurs de l'infraction. 64. Cette modification du rôle du magistrat du parquet a tout d'abord une incidence réelle sur la mission du juge de jugement. En effet, en brisant la dualité entre poursuite et jugement et en instaurant les procédures de la troisième voie, le législateur a confié aux membres du ministère public le pouvoir de sanctionner. Ce nouveau pouvoir permet, par l'application de certaines procédures, de consacrer un évitement total du juge pénal. C'est ainsi le cas lorsque le procureur de la République décide d'une médiation pénale et de l'ensemble des mesures de l'article 41.1 C.PRPE*N, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 9 mars 2004, ou d'une injonction thérapeutique. D'autres procédures ne permettent qu'un évitement partiel du juge de jugement. D'une part, la mise en œuvre de certaines procédures accélérées de jugement aboutit à une limitation du rôle du juge dans la procédure. En application des articles 495 et suivants et 524 et suivants du Code de procédure pénale relatif aux procédures simplifiées d'ordonnance pénale en matière délictuelle et contraventionnelle, le juge pénal est amené à prononcer la sanction sans procéder à un débat préalable sur la culpabilité. Ainsi, l'essentiel de la procédure non contradictoire, éloignant le juge du justiciable, se trouve axé sur la seule question de la détermination de la peine. D'autre part, lorsque le parquet décide de proposer à l'auteur de l'infraction une composition pénale, mais aussi lorsqu'après avoir recueilli les aveux, il décide de la mise en œuvre de la CRPC, le magistrat du siège n'officie pas dans le cadre de sa mission naturelle. Ces procédures évacuent le débat sur la question de la culpabilité mais aussi, d'une certaine manière, celui sur la détermination de la peine. En effet, les procédures voisines que sont celles des articles 41A2 et 495A7 C.PRPE*N permettent qu'au cours de la rencontre entre le procureur de la République et l'auteur de l'infraction, la nature et le quantum de la sanction soient décidés. Le juge du siège n'intervient que comme garantie que la sanction est proportionnée à l'infraction commise et qu'ainsi le principe d'individualisation des peines, disposant d'une valeur légale, mais aussi aujourd'hui constitutionnelle, est respecté. En définitive, le magistrat du siège qui ne vient que valider la mesure de composition pénale ou homologuer la peine décidée par le parquet en matière de CRPC,
ne joue qu'un rôle juridictionnel amoindri, qui se concentre essentiellement dans le pouvoir d'invalider les mesures prises par le représentant du ministère public en violation des règles de procédure. Ce rôle amoindri, presque accessoire, du juge pénal se confirme d'autant plus que le législateur a admis le recours à des juges non professionnels disposant du statut de magistrat. Les juges de proximité, créés par la loi du 9 septembre 2002, sont chargés d'exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance. Ainsi, dès leur création, outre certaines attributions en matière civile, la loi de 2002 leur a confié la validation des mesures de composition pénale tant en matière délictuelle que contraventionnelle. L'intervention de ces juges non professionnels démontre, sinon le caractère accessoire de la présence du juge du siège dans ces procédures alternatives, à tout le moins l'éloignement du juge professionnel des justiciables. 65. L'essor des procédures alternatives, synonyme de dépénalisation et de déjuridictionnalisation, conduit ensuite à un effacement du juge pénal par la seule volonté du législateur. En effet, la commission d'une infraction ressortissant de l'application des dispositions des articles 529 et 529A3C.PRPE supprime, de manière encore plus radicale, le débat sur la culpabilité lors de la mise en application des procédures de l'amende forfaitaire et de l'indemnité forfaitaire. Ces procédures permettent une sanction immédiate et prédéterminée en matière de contravention. Toutefois, elles prévoient la possibilité pour le justiciable de parvenir à la saisine de la juridiction, soit par le moyen de l'ordonnance pénale contraventionnelle, soit par la saisine ordinaire de la juridiction de proximité, ce qui confirme de nouveau un éloignement du juge professionnel. 66. Les procédures alternatives à la poursuite favorisent une répartition nouvelle des fonctions entre magistrats du parquet et juges du siège, par la voie de l'effacement de ce dernier. Leur développement permet en outre la participation d'acteurs extérieurs à toute fonction juridictionnelle. Ainsi, aux côtés de nouveaux organes de la procédure, tels que les médiateurs et délégués du procureur, interviendront des organes déjà en lien avec l'activité judiciaire et la constatation des infractions tels que les officiers de police judiciaire ou encore les fonctionnaires de certaines administrations admises à transiger. 67. L'apparition des procédures alternatives a été encouragée par une volonté initiale des citoyens de se rapprocher de leur justice. Il a d'ailleurs été montré que les expériences étrangères de médiation pénale participaient à un effort des membres de certaines communautés de participer activement et directement à l'œuvre de justice, ce qui devait contribuer à une amélioration de la confiance des justiciables en leur appareil judiciaire. Ainsi, les premières innovations françaises en matière de médiation reposaient sur l'intervention de tiers appartenant au même milieu social que les parties à la procédure. Du reste, afin de garantir les qualités requises d'indépendance et d'impartialité, le médiateur pénal doit être bénévole. La recherche d'un accord par les parties, aidées par le médiateur, constitue à première vue une solution satisfaisante dans un objectif de recherche de la paix sociale. Cependant, l'intervention en matière pénale du médiateur laisse subsister des zones d'ombre. Tout d'abord, en effectuant une mission de conciliation qui incombe initialement au juge de jugement, le médiateur participe à l'éloignement du justiciable de son juge naturel. Ensuite, si le législateur prévoit l'intervention d'un médiateur indépendant et impartial, la question se pose de l'effectivité de ces garanties, notamment par rapport aux parties mais aussi face au parquet. 68. D'autres procédures ont nécessité la création d'organes nouveaux, chargés de l'exécution effective de la procédure en lieu et place du procureur de la République. Le recours par les parquets aux délégués du procureur s'inscrit dans la droite ligne de l'injonction qui leur était faite, de ne pas effectuer eux-mêmes la mission de médiation. Ainsi, les délégués du procureur sont issus d'une initiative purement parquetière des années 1990 dont l'objet est de constituer un organe d'exécution de la procédure alternative, du stade de la proposition de la mesure à celui de la surveillance du respect des obligations qui en découlent. Cet organe d'exécution de la procédure soumis au procureur de la République a été consacré par un décret du 29 janvier 2001. Disposant depuis ce texte d'un régime commun avec celui des médiateurs quant à leurs obligations envers le parquet, et quant à leur recrutement,
les délégués du procureur suscitent les mêmes interrogations quant à l'effectivité des garanties qu'ils doivent présenter. 69. Cependant, depuis sa création par les parquets et sa consécration par le décret de 2001, le délégué du procureur devient un des organes essentiels dans l'exécution de nombreuses procédures alternatives. Mais cette place prépondérante n'empêche pas l'intervention d'autres acteurs. En effet, le rôle d'organe de l'exécution de la mesure alternative peut être confié à des organismes sanitaires en cas d'injonction thérapeutique, sociaux ou professionnels, en cas de stages alternatifs, qui se voient exceptionnellement associés au processus de traitement alternatif de l'infraction pénale. De plus, les officiers de police judiciaire chargés en vertu de l'article 18c.PRPE de constater les infractions et d'en rechercher les auteurs mais aussi de recevoir les plaintes et dénonciations, disposent, lorsque le parquet décide de mettre en œuvre une médiation pénale ou une composition pénale, de certaines attributions distinctes de leurs fonctions classiques. En effet, dans le cadre du traitement en temps réel des infractions, le parquet peut charger l'officier de police judiciaire d'une mission de proposition de la mesure. Ainsi, son intervention permet de diversifier les fonctions au sein d'une même procédure et de distinguer l'organe chargé de la proposition de la mesure de celui chargé de l'exécution effective de celle-ci. De même, l'agent verbalisateur constatant la commission d'une contravention endossera plusieurs fonctions lors de la mise en œuvre de la procédure de l'amende forfaitaire. En effet, il se voit habilité à proposer l'application du processus alternatif mais aussi, dans une certaine mesure, à veiller à l'exécution par le contrevenant de la sanction en découlant. 70. D'autres acteurs, en principe extérieurs à la procédure pénale, vont encore être associés au déroulement de certains processus alternatifs. Ainsi, les fonctionnaires du Trésor public jouent le rôle d'organe d'exécution de la procédure en recevant le montant de l'amende susceptible d'être proposée par le parquet lors d'une composition pénale ou la somme résultant de l'amende forfaitaire. De même, les fonctionnaires chargés de la constatation de certaines infractions en matière fiscale et douanière, mais aussi ceux chargés du respect des règles de concurrence et de consommation et de la répression des fraudes, sont chargés de proposer un mode transactionnel de règlement du litige né de la constatation de l'infraction. 71. Outre la modification du rôle des acteurs classiques de la procédure pénale et l'intervention d'organes nouveaux distincts selon les processus envisagés, la mise en œuvre des procédures alternatives octroie à la victime une place originale. Ce rôle nouveau de la victime dans le cadre du traitement de l'infraction est apparu avec le mouvement de création, dès 1982, de nombreuses associations visant à la défense des intérêts des victimes d'infractions pénales. La critique d'une focalisation de la justice pénale sur le seul trouble causé à l'ordre public résultant de la commission de l'infraction a occasionné un essor de la victimologie. Celle-ci a très vite rejoint l'idée de dépénalisation afin de promouvoir une prise en compte plus importante du traumatisme de la victime face à l'activité délinquante, jusqu'à entraîner la création, en 1986, de l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation, INAVM. Cet institut, créé par le mouvement associatif, assure une représentation au niveau national de la défense des intérêts des victimes d'infractions pénales, mais forme également aujourd'hui la plupart des médiateurs pénaux. La prise en compte plus importante de la victime, et ainsi de la réparation de son dommage, a eu un impact particulièrement important en matière de résolution alternative des litiges pénaux en conférant à la victime un rôle actif dans certaines procédures alternatives. Sa place d'acteur dans ces processus s'est concrétisée par un rôle différent reposant sur le consentement donné par celle-ci à la mise en œuvre de la procédure. Ainsi, d'un rôle assez passif de demandeur d'indemnisation, la victime est devenue un acteur central, associé au même titre que l'auteur de l'infraction, dans la réussite des modes consensuels de résolution des litiges pénaux. Cependant, certaines victimes disposaient, avant même l'essor des mouvements de victimation, d'une place centrale dans la mise en œuvre des modes transactionnels de résolution des litiges en matière pénale. Tel est le cas lorsque la loi permet le règlement du litige né de la commission d'une infraction, par le biais de la technique transactionnelle. La victime se voit conférer un rôle d'organe d'exécution de la procédure de réparation du dommage dépassant le simple rôle d'association à la procédure réparatrice. 72.
Essentiellement considérés comme des modes consensuels de résolution du litige pénal, les procédures alternatives ne confèrent pas un rôle uniforme à la victime. De même, l'intensité du consentement donné par la victime et par l'auteur de l'infraction n'est pas identique d'une procédure à l'autre. Si certaines d'entre elles supposent un accord explicite de toutes les parties ayant un intérêt distinct, à l'instar de la médiation pénale, d'autres, comme la procédure de l'amende forfaitaire, se contentent d'une renonciation implicite au droit d'accès de l'auteur de l'infraction à son juge naturel. La place différente donnée au consentement ne permet pas à elle seule de dégager une typologie des multiples procédures. Cependant, l'intervention des différents acteurs disposant de rôles variables au sein de chaque processus alternatif constitue un indice des objectifs effectivement recherchés par leur mise en œuvre. C. Les objectifs effectivement recherchés. 73. La diversité des processus alternatifs à la poursuite pénale incite à s'interroger sur la nécessité de procédures multiples. En effet, les premières expériences de rappel à la loi ou de médiation pénale semblaient à première vue suffire à remplir la mission de désengorgement des tribunaux qui leur était assignée. De plus, depuis le décret-loi de 1928, la répression alternative des contraventions routières semblait acquise. Cependant, il a été possible de constater qu'après un mouvement de reconnaissance des procédures de la troisième voie, le législateur a entamé une phase de promotion de ces modes alternatifs de résolution des litiges pénaux. Si leur multiplicité nouvelle et la proximité de certaines d'entre elles conduisent à s'interroger sur leur utilité, un élément de réponse se trouve à la lecture de l'article 41A1 NAL, 1er C.PRPE accent aigu N. 74. Cette disposition a repris les objectifs initialement assignés à la médiation pénale, lors de sa consécration par le législateur en 1993 et de son introduction à l'article 41 C.PRPE accent aigu N. La médiation pénale ne devait être mise en œuvre que si elle était susceptible de réparer le dommage causé à la victime, de mettre fin aux troubles résultant de l'infraction, et de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction. La médiation pénale ainsi conçue dans son application répondait pleinement à l'idée de justice qui lui était assignée. L'accord de médiation permettait de remplir pleinement les objectifs découlant de la justice traditionnelle. Cependant, il a pu paraître sinon utopique à tout le moins inopportun qu'une grande partie des contentieux de masse encombrant les tribunaux puissent se voir résolus par la seule conclusion d'un accord devant garantir le retour à la paix sociale entre l'auteur de l'infraction et la victime. De plus, les infractions contribuant à l'engorgement des juridictions répressives ne permettaient pas toute la mise en œuvre d'une médiation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.